Vous savez, ce qui est dommage dans les contes de fées, c'est qu'il y a toujours une fille qui n'est pas choisie. C'est vrai, toutes les autres vivent heureuses jusqu'à la fin des temps, mais elle doit faire face au rejet. Franchement, où est le problème ? Mais pour cette fille Elvira, séduire le prince n'est pas seulement un rêve, c'est une obsession. Et elle n'est pas prête à laisser son apparence physique la freiner. Je suis donc là pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire, et comment battre le prince toxique dans The Ugly Stepsister. Tout commence avec un fiacre qui traverse la forêt. Mais il ne s'agit pas d'un conte de fées classique. À l'intérieur du fiacre, Elvira, une jeune fille aux allures de poupée, rêve du jour où elle rencontrera son prince charmant. Mais quand elle se réveille et revient à la réalité, les choses ne sont pas aussi romantiques. Elle s'arrête devant une grande maison luxueuse où sa mère Rebecca s'apprête à épouser Otto, un homme riche plus âgé. Et il s'avère qu'il a une magnifique fille, Agnès, qui ressemble à une vraie princesse sortie tout droit d'un de ses livres. Après une cérémonie rapide, Agnès emmène Elvira à l'intérieur pour lui faire visiter les lieux. Et depuis la fenêtre de sa chambre, elle a une vue imprenable sur le château du prince. C'est comme si le rêve d'Elvira devenait réalité tout à coup. Agnès la surprend en train de regarder. Alors Elvira se retourne et lui dit qu'elle veut devenir princesse un jour. Et Agnès se contente de rire, genre « c'est trop mignon ». Parce que, soyons sérieux, ce soir-là, pendant le dîner, tout le monde semble s'amuser et passer un bon moment. Jusqu'à ce que, sans crier gare, le vieil Otto se mette à balancer un énorme morceau de gâteau à la figure d'Elvira, sans aucune raison. Mais comme tout le monde trouve ça drôle, la jeune fille sourit et fait comme si de rien n'était. À ce moment-là, le vieil homme commence à halter comme s'il souffrait. Et après avoir craché beaucoup de sang, il tombe raide mort sur la table. Mais ça, ce n'est que le début d'une série d'événements encore plus étranges. Ok, ce mariage a pris fin plus vite qu'une mode éphémère sur TikTok. Et je pense que quand ils ont dit « jusqu'à ce que la mort nous sépare », ils ne se doutaient pas que ce serait l'après-midi même. Mais étant donné que Rebecca n'a épousé ce type que pour son argent, c'était probablement le meilleur scénario possible. Par contre, celle qui est vraiment mal ici, c'est notre petite Elvira. Elle est persuadée qu'elle épousera un jour ce prince, ce qui revient à miser tous ses espoirs d'avenir sur une victoire à la loterie. Certes, techniquement, il y a une chance, mais il faudrait être folle pour croire que ça va vraiment se produire. Parce que même si elle avait un visage de conte de fées comme Agnès, il y a en réalité beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Tout d'abord, toutes les filles du royaume voudront épouser ce mec. Mais il n'y aura évidemment qu'une seule princesse. La concurrence sera donc féroce. Et à l'époque, les filles ne se réveillaient pas un matin en se disant qu'elles avaient l'étoffe d'une princesse. Elles étaient littéralement préparées dès leur naissance à cette opportunité, avec un entraînement digne des Hunger Games. Elle va donc devoir affronter des dizaines, voire des centaines de filles plus riches, mieux habillées et ayant de meilleures relations. Ce qui nous amène au problème suivant. Sa famille est composée uniquement de roturières. En fait, elles sont arrivées en fouettant une charrette à bœufs. Et juste avant de débarquer, elles ont appliqué la vieille règle du changement de moyen de transport pour prendre un attelage luxueux. Ne croyez pas que je ne l'avais pas remarqué. Donc toute cette bourgeoisie qu'elles affichent n'est en réalité qu'une façade. Et à l'époque, sortir avec un prince n'était pas aussi simple que de lui envoyer un MP. Il fallait être issu d'une lignée royale et être choisi à l'issue d'un processus étrange où même le Riz ne pouvait rien pour vous. En plus, ce mec ne sait même pas qu'elle existe. Il ne lui a jamais parlé, ne lui a jamais envoyé de lettres, rien. Il n'a même jamais vu son visage, ce qui est peut-être une bonne chose. Alors, on peut dire sans trop s'avancer qu'elle n'est clairement pas dans son radar. En gros, elle fait partie de ces gens qui pensent être amoureux d'une célébrité, et je trouve ça un peu triste. Par conséquent, si quelqu'un dans cette famille se soucie vraiment d'elle, il doit intervenir avant que les choses ne tournent mal. C'est Booba Sparks qui le dit. Mais son entourage ne peut pas non plus tout lui déballer d'un coup et lui dire que ça n'arrivera jamais. Au lieu de ça, je lui montrerai toutes les façons dont le système lui est défavorable et je l'aiderai à commencer à rêver de quelque chose d'un peu plus réaliste. Comme le fait qu'il n'est jamais trop tard pour rencontrer un homme bien qui la fera se sentir comme une princesse. Et au fond, c'est ce dont elle a vraiment besoin. Mais la vérité, c'est que sa famille est tout aussi naïve. Elvira va donc devoir apprendre cette leçon à ses dépens. Quelque temps plus tard, des représentants de la banque viennent faire le point sur la situation financière. Mais Agnès n'est toujours pas sortie de son lit. Elvira va voir comment elle va et commence à donner des conseils à sa demi-sœur, lui disant que ça fait mal mais ça passera. Genre, c'est pas vraiment le moment là. Mais Agnès s'énerve encore plus quand elle surprend Elvira avec sa brosse, affirmant qu'elles viennent à peine d'emménager ici et qu'elles ont pris le contrôle des lieux aussitôt après la mort de son père. C'est alors qu'elle laisse échapper que son père n'avait épousé sa mère que pour sa fortune. Aïe. Mais Elvira rétorque « quelle fortune? On est fauchés !» Et c'est là qu'elle comprend tout. Elles ne sont pas riches en réalité. Du coup, Elvira se lève et se précipite auprès de sa mère. Mais les banquiers leur apprennent que non seulement elles sont fauchées, mais qu'elles doivent aussi énormément d'argent. Ces types sont donc là pour saisir tous leurs biens de luxe.
Tout à coup, la mère d'Elvira s'évanouit sous le choc. Oh, elle va bien, mais elle a le cœur brisé parce que son plan pour devenir riche rapidement n'a pas fonctionné. À ce stade, elle est presque prête à abandonner la vie. Elvira lui dit alors « Ne t'inquiète pas maman, je pourrais simplement épouser un homme riche à la place. » Mais sa mère lui répond sans détour « Non, tu es beaucoup trop moche. » Bravo, sympa la mère, non? Mais en fait, ce n'est même pas la moitié de l'histoire. Elvira va devant un miroir et commence à s'entraîner à sourire de manière un peu effrayante. Mais elle n'est pas très contente de ce qu'elle voit. Elle se penche même en avant pour percer un gros bouton dégoûtant sur son nez. Burk. Pendant ce temps, Agnès commence à supplier sa mère de faire quelque chose contre ces intruses. Et là, une petite colombe blanche apparaît à la fenêtre. Au même moment, elles entendent un cheval s'arrêter devant la maison et découvrent qu'il s'agit d'un messager du château du prince. Il annonce que le prince organise un bal où il choisira sa future épouse et que toutes les filles riches de la région sont invitées à y participer. Évidemment, Elvira s'assure d'obtenir une invitation, mais sa sœur, plus jolie qu'elle, sera également présente. Il semble donc qu'elle aura affaire à une certaine concurrence. Ok, très bien. Elvira, le moment est peut-être venu de commencer à réfléchir à un nouveau rêve. Nous avons déjà évoqué toutes les raisons pour lesquelles il était pratiquement impossible qu'elle épouse le prince, mais étant donné que sa demi-sœur est de la partie aussi, elle ferait mieux de ne même pas se présenter. Cependant, nous savons déjà qu'Elvira ne va pas abandonner. Donc, si elle veut séduire le prince, elle va avoir besoin d'un plan bien ficelé. Tout d'abord, elle va devoir soigner son apparence. Même si elle n'a pas encore l'allure d'une princesse, elle peut tout de même s'informer sur les tendances actuelles et commencer à apporter quelques changements. Bon, les princes européens de l'époque recherchaient des critères physiques bien précis. Ils voulaient une peau claire et pâle, des cheveux blonds et raides, des dents saines et une silhouette élancée. Donc, pour commencer, il faut se débarrasser de ces boutons. Elle ne peut pas simplement aller acheter des produits de soins pour la peau, mais elle peut utiliser des remèdes naturels comme le miel, l'eau de rose et le blanc d'œuf pour les faire disparaître. À défaut, elle pourra toujours les camoufler avec une tonne de maquillage. Pour ses cheveux, il lui suffit de mettre une perruque blonde, d'enlever son appareil dentaire, de se mettre au régime et de commencer à faire du cardio. Et là, elle aura déjà pris un bon départ. Mais son apparence n'est qu'une partie du problème. Comme je l'ai déjà mentionné, le plus important, c'est qu'elle soit riche et issue d'une lignée noble. Et honnêtement, Elvira pourrait très bien faire semblant. J'inventerais toute une histoire en disant que je viens d'une famille royale et que je vais hériter d'une fortune colossale. Elle a une grande maison et plein de bijoux raffinés pour étayer son histoire. Et c'est pas comme si ce mec pouvait faire des recherches sur Google ou quoi que ce soit. Alors, pourquoi pas? Maintenant, il faut impressionner le prince, c'est important. Mais comme je l'ai dit, il n'est pas le seul à avoir son mot à dire. Parce que le roi, la reine et le conseil royal ont tout autant leur mot à dire sur son choix. Donc, pendant que tout le monde sera occupé à essayer d'impressionner le prince, je changerai simplement de cible et j'essaierai plutôt de me rapprocher des véritables décideurs. Parce que si elle parvient à impressionner la cour royale, elle aura beaucoup plus de chances d'être choisie. Mais il y a une autre chose à laquelle elle n'a pas pensé. À l'heure actuelle, Elvira et Agnès se considèrent comme des rivales. Mais quand on y réfléchit, leurs parents étaient tous les deux des imposteurs qui les ont clairement laissés tomber. Au lieu de se battre l'une contre l'autre, elles devraient plutôt s'allier. De cette façon, elles pourraient travailler ensemble pour s'assurer qu'au moins l'une d'entre elles épousera le prince. Et puis, une fois qu'elles feront partie de la famille, l'autre pourra simplement épouser un de ses riches cousins ou un proche de ce genre. Comme ça, elles pourraient toutes les deux vivre heureuses pour toujours au lieu que ce soit seulement l'une d'elles. Et c'est ça l'objectif. Mais Elvira n'est pas la seule à vouloir gagner ici. N'oubliez pas que sa mère est tout aussi désespérée que sa fille de toucher le gros lot. Cependant, elle va avoir besoin de toute l'aide possible. Elles la conduisent donc chez un chirurgien esthétique pour voir s'il peut arranger son visage. Il commence par retirer l'appareil dentaire d'Elvira, ce qui semble être relativement indolore. Et quand elle se regarde dans le miroir, le résultat semble vraiment très concluant. Mais ensuite, il est question de corriger son nez. Après que sa mère en ait choisi un dans un catalogue, le médecin saisit un énorme ciseau chirurgical et se prépare à intervenir. Tout à coup, il prend un marteau et compte jusqu'à 3 avant de fracasser complètement le nez d'Elvira. Et le plus fou, c'est que c'était uniquement la première étape, mais Elvira est déterminée à aller jusqu'au bout. Elle se concentre donc et se soumet à l'opération. Quelque temps plus tard, on voit Elvira porter un protège-nez comme si elle était Lebron en 2014. Elle fréquente une école de bonne manière où toutes les princesses en herbe apprennent à se comporter en présence de la royauté. Leur professeure, Madame Sophie, leur annonce qu'elles commenceront le bal par une grande chorégraphie. Ça, c'est un moyen sûr d'attirer l'attention du prince. Mais il y a un hic, parce que seules 3 jeunes filles auront une place. Évidemment, Elvira a les yeux rivés sur cet objectif, mais ce ne sera pas facile à atteindre. Elle commence par une grande répétition en groupe devant le miroir. Et Elvira est là, persuadée qu'elle assure grave. Mais voilà que Madame S arrête la musique et l'envoie vers l'arrière, demandant à sa sœur Agnès, plus jolie, de venir devant à sa place. Mais le manque de respect ne s'arrête pas là. Madame S lui dit en effet de continuer jusqu'à ce qu'elle se retrouve tout au fond avec les autres filles moches. Mais Elvira n'est pas prête à abandonner sans se battre.
Ce soir-là au dîner, Elvira n'a droit qu'à un bol d'eau citronnée, tandis que ses sœurs peuvent manger tout ce qu'elles veulent. Agnès annonce alors qu'elle veut enterrer son père. Oui, parce que depuis tout ce temps, son corps est resté là à pourrir dans l'autre pièce. Mais la mère d'Elvira répond qu'elles n'auront pas l'argent nécessaire pour les funérailles avant la fin du bal. Vous pouvez vous imaginer que cette situation rend Agnès furieuse puisqu'après tout, elles ont bien payé pour toutes ces opérations de chirurgie esthétique, n'est-ce pas? Mais sa belle-mère lui répond que ça ne la regarde pas. Elle décide même que les filles devraient prendre certaines des robes usagées d'Agnès, ce qui met cette dernière tellement en colère qu'elle quitte la pièce en claquant la porte. Ok, bon, je vais devoir me ranger du côté d'Agnès sur ce coup-là. Je veux dire, je comprends pourquoi elles sont tellement déterminées à séduire le prince, parce que c'est en gros leur dernière chance d'échapper à une vie de pauvreté et de galère. Mais ces filles sont complètement tarées. Je suis désolée, mais vous êtes en train de me dire que le corps de cet homme est en train de pourrir là depuis le jour de sa mort? Ça fait genre quoi? Une semaine? Non seulement c'est dégoûtant et horrible, mais en plus c'est carrément dangereux. À ce stade de décomposition, le corps dégage des gaz nauséabonds, de l'ammoniac et du méthane qui, si elle les laisse s'accumuler dans la maison, pourraient finir par les tuer. Et je parle de faits avérés. Le corps dégage également des bactéries nécrophages qui se répandent dans les conduits d'aération, se déposent sur les draps de leur lit et se retrouvent partout où vous ne voudriez pas les trouver. En plus de tout ça, le cadavre va attirer des mouches qui déposeront leurs œufs et une fois éclos, les asticots vont se disperser, répandant toutes ces bactéries et autres substances dans toute la maison. C'est vraiment dégueulasse. En gros, elles sont en train de s'exposer à un fléau juste avant le bal royal. Et oui, je suis sûre que le prince va adorer ça, sans parler du choc psychologique que ça va représenter. Imaginez votre quotidien avec un cadavre qui pourrit juste là. Vous imaginez? Sentir son odeur en permanence et y penser tout le temps. Ça doit être vraiment insupportable, ça ne fait aucun doute. Donc oui, on peut dire sans se tromper qu'Agnès devrait probablement faire quelque chose pour le vieil homme. Mais comme elle n'a pas d'argent pour organiser des funérailles, elle va devoir faire preuve d'un peu de créativité. Comme elles vivent dans un grand domaine, ma première idée serait simplement de l'enterrer quelque part sur la propriété et n'en parlons plus. Après tout, c'est vrai, c'est peut-être pas très classe, mais au moins c'est gratuit. Tout ce dont elle a besoin, c'est d'une pelle et d'une attitude positive. Ou alors, elle pourrait simplement demander au palefrenier de l'aider et le laisser faire tout le sale boulot au lieu de le faire elle-même. Une autre option serait d'aller à l'église locale et de demander de l'aide là-bas. Parce qu'à l'époque, c'était eux les principaux responsables dans ce genre de situation. Et comme un corps non enterré serait considéré comme un manque total de respect et qu'Agnès est une orpheline fauchée qui ne peut rien y faire, il l'aiderait probablement à titre gracieux. Le seul inconvénient, c'est que ça révélerait qu'elles sont fauchées, ce qui pourrait nuire à ses chances de séduire le prince. Donc si c'était moi à la place d'Agnès, je demanderais au garçon d'écurie de m'aider à enterrer papa dans un premier temps, puis j'irai au bal, je séduirai le prince, et une fois que j'aurai tout le fric qu'il me faut, je reviendrai et je donnerai à papa des funérailles dignes de ce nom. Comme ça au moins, elle n'aurait pas à passer les prochains mois à vivre à côté de son cadavre. Les jours passent à l'école de bonne manière où les filles apprennent tout ce qu'elles doivent savoir. Elles s'entraînent à s'éventer, à porter des livres en équilibre sur la tête, à faire la révérence comme une dame, bref, toutes sortes de choses très utiles. Et entre les cours, Elvira passe tout son temps à lire les poèmes du prince. Un jour, elles apprennent que les résultats sont arrivés. Il est temps de découvrir qui a été choisi. Elvira consulte la liste, mais elle n'y figure évidemment pas. En fait, quelqu'un a littéralement rayé le nom d'une autre candidate pour la placer tout en bas de la liste. Bon, ça semble un peu personnel. Mais elle reste convaincue que le prince sera à elle, quoi qu'il arrive. Un jour, Madame S montre aux filles comment elles devront faire pour la chorégraphie, et elle se met à faire ses mouvements de pieuvre de manière détendue. Une fois qu'elle a terminé, elle leur dit à toutes de se présenter si elles en sont capables. Toutes les filles se portent volontaires, même notre amie Elvira. Et Madame S lui dit de venir essayer, bien sûr en se moquant d'elle. Elvira commence donc à faire les mouvements, et honnêtement, c'est même pas si mal. Mais Madame S l'arrête sans crier gare et commence à la critiquer ouvertement. Elle dit que cette fille est en fait une bonne danseuse, mais que le problème, c'est qu'elle n'est pas assez jolie, et qu'il ne l'aurait même pas acceptée si sa mère n'avait pas payé. Même si elle s'entraîne 10 fois plus que les autres, elle n'aura jamais aucune chance. Elle appelle Agnès et les deux autres filles qui ont vraiment de l'importance, tandis qu'Elvira reste là à côté, essayant de ne pas se faire remarquer. Plus tard, elle rentre à la maison pour essayer de trouver une robe à Elvira. Mais toutes les robes d'Agnès sont un peu trop serrées, et même les domestiques se moquent d'elle à ce sujet. Gênée, elle enlève sa chemise de nuit et se regarde dans le miroir. Mais elle n'est pas très contente de ce qu'elle voit. Dépitée, elle prend un petit pain au miel à moitié mangé qu'elle trouve dans son bureau et s'assoit pour une petite collation tardive. Ok, bon, écoutez.
Je sais qu'Elvira se fait vraiment des films et qu'elle n'est peut-être pas la personne parfaite. Mais franchement les gars, je trouve ça triste. En fait, tout le monde la critique juste parce qu'elle est un peu décalée et qu'elle a des rêves un peu fous. Et le pire, c'est qu'elle ne demande qu'un peu de reconnaissance au fond. Mais même si elle maîtrise parfaitement son sujet, Madame Sophie ne lui accorde pas la moindre attention parce qu'elle ne correspond pas au profil recherché. À un moment donné, elle va devoir se rendre compte que gagner l'estime de ces gens ne vaut pas le traumatisme que ça lui cause. Parce qu'en réalité, elle est très bien telle qu'elle est. De toute façon, ces gens ont déjà clairement fait comprendre qu'ils ne lui donneraient jamais sa chance, quoi qu'elle fasse. Dans ce genre de situation, il ne reste qu'une seule chose à faire, dire merde et leur demander un peu de respect. Si elle ne peut pas les convaincre en étant celle qu'ils attendent qu'elle soit, alors elle n'a qu'à donner le meilleur d'elle-même au lieu de ça. Plutôt que de changer pour se conformer à leurs prétendus critères de beauté, elle doit simplement assumer son apparence naturelle et compenser par sa détermination hors du commun. Qui sait, peut-être que le prince apprécie les filles qui sont follement amoureuses de lui ? Auquel cas, Elvira sera la femme de ses rêves. Mais si Elvira veut vraiment s'entraîner pour des raisons qui lui sont propres, la première chose à faire serait d'arrêter de grignoter tard le soir. En effet, le corps humain fonctionne selon un cycle de 24 heures qui contrôle la digestion, le sommeil et tout un tas d'autres choses. Et tard le soir, votre corps ne brûle aucune énergie. Donc, toute la malbouffe que vous mangez finit par être stockée pour plus tard au lieu d'être digérée et brûlée par votre corps. Ensuite, je pense qu'il est temps de se mettre au cardio. Parce qu'il y a un autre avantage à ça, en plus de brûler des calories. En effet, faire régulièrement de l'exercice renforce votre confiance en vous et vous aide à être plus lucide. Et un jour, elle réalisera peut-être enfin que le véritable prince charmant, c'était elle depuis le début. Ouais. À l'école, Madame Sophie convoque Elvira dans son bureau et la jeune fille avoue qu'elle commence à se décourager. Mais la professeure lui dit de ne pas s'inquiéter et elle lui demande si elle peut examiner son nez. En effet, son nez est encore tout enflé et couvert d'échymoses. On dirait une sorte d'aubergine géante. Mais Madame Sophie lui dit qu'il est très joli et c'est alors qu'elle lui fait une petite surprise. Plus tard, Elvira décide de montrer à sa petite sœur Alma ce qu'elle a reçu. Mais elle lui fait d'abord promettre de ne le dire à personne. Il s'avère que la prof lui a donné un œuf de ténia. Et cette folle est sur le point de l'avaler volontairement pour perdre du poids. Évidemment, Alma panique et lui dit que c'est répugnant. Mais Elvira est tellement déterminée qu'elle ne voit pas où est le problème. Et Alma est si en colère qu'elle la laisse tomber et rentre à la maison. Pendant ce temps, Agnès rentre chez elle et commence à embrasser le garçon d'écurie. En fait, ces deux-là sont secrètement amoureux. Malheureusement, elle doit épouser quelqu'un de la haute. Mais lui pensait que leur relation était spéciale. Et dans le feu de l'action, les choses commencent à devenir un peu chaudes et torrides, si vous voyez ce que je veux dire. Dans la forêt, Elvira sort le petit œuf de verre infect de sa poche et après avoir réfléchi, elle décide finalement de l'avaler. Elle reste donc là, debout à réfléchir à la situation. Quand tout à coup, quelqu'un abat un oiseau en plein vol juste au-dessus de sa tête. Elle entend des voix provenant de l'autre côté des rochers et en s'approchant, elle se rend compte qu'il s'agit du prince et de ses amis. Le prince est là, en train de pisser, le pantalon complètement baissé, comme un vrai taré. Quant à Elvira, elle reste plantée là, complètement fascinée par ses fesses. Mais elle fait accidentellement un bruit qui attire son attention. Et ses amis commencent à faire des plaisanteries à propos d'eux deux en train de s'envoyer en l'air. Mais il la regarde droit dans les yeux et lui dit sans détour qu'il ne la toucherait pour rien au monde. Ils rient tous tandis qu'elle se retourne et s'enfuit. Mais même après avoir été ridiculisée en face, elle continue à lui courir après comme si de rien n'était et à rêver du jour où ils finiront par tomber amoureux. Ok, vous êtes en train de me dire que c'est lui le mec pour lequel toutes ces filles se battent ? Bon, j'ai bien compris qu'il est prince et tout, mais franchement, ce mec est un vrai connard. Comment ça peut ne pas vous alerter ? Faut être vraiment aveugle pour ne pas s'en rendre compte. Et pourtant, c'est même pas la chose la plus dingue que cette fille ait faite ces 10 dernières minutes. Parce que elle vient d'avaler ce maudit œuf de ténia comme s'il s'agissait d'un tic-tac. Et non seulement c'est dégoûtant, mais c'est aussi super dangereux. Pour ceux qui ne le savent pas, un ténia est littéralement un type de ver parasite géant qui s'installe dans vos intestins et vole tous les nutriments de tout ce que vous mangez. Il provoque une perte de poids malsaine, de la fatigue et toutes sortes de problèmes. Et parfois, ils peuvent même être mortels. Mais ça, c'est même pas le pire, parce que ces bestioles peuvent atteindre 9 mètres de long dans votre corps. Et ça, c'est vraiment pas cool. Et elles peuvent même commencer à pondre des œufs qui sortent par l'autre extrémité, si vous voyez ce que je veux dire. Donc oui, inutile de le dire, Elvira vient de commettre une énorme erreur. Ce qu'elle doit faire, c'est boire cet antidote maintenant, admettre que le prince charmant est en réalité un démon et changer complètement sa vision de la vie avant qu'il ne soit trop tard. Mais j'imagine que rien n'empêchera Elvira de tenter sa chance. Il est tard dans la nuit quand Elvira rentre à la maison. Mais en passant devant les écuries, elle entend des bruits. Vous vous doutez bien de quel genre de bruit il s'agit. Elle décide donc d'aller jeter un œil. Et qu'est-ce qu'elle voit ? Sa demi-sœur Agnès en train de s'envoyer en l'air avec le garçon d'écurie. Elle reste là à les regarder, mais elle fait accidentellement du bruit, ce qui fait que les deux se retournent et la surprennent en train de les mater.
Elvira n'est pas la seule à avoir des ennuis, et elle se précipite immédiatement à l'intérieur pour le dire à leur mère. La femme est dans une colère noire, et voilà pourquoi. Le prince ne veut épouser qu'une fille qui ne l'a jamais fait auparavant, si vous voyez ce que je veux dire. La mère chasse même le garçon d'écurie et lui dit de ne plus jamais revenir. Mais Elvira, elle est aux anges, parce que maintenant, il semble qu'elle ait finalement ses chances. Mais il y a juste un problème, parce que ce ver solitaire commence à avoir très faim. Donc, là, on est 3 semaines plus tard, ce qui veut dire que le bal du prince approche à grands pas. Agnès semble très heureuse de s'occuper des travaux de la ferme maintenant qu'elle n'est plus en compétition. Alors qu'à l'intérieur, le nez d'Elvira est enfin guéri et a l'air plutôt bien. Elle vit un moment de gloire dans la vraie vie. Mais bien sûr, elle commence à trouver d'autres défauts qu'elle doit corriger. Elles repartent donc chez le médecin pour une nouvelle petite retouche. Cette fois-ci, elles vont essayer des fossiles pour mettre ses yeux en valeur. Mais ce ne sont pas ceux qu'on pose avec de la colle. Ceux-là sont un peu plus permanents. Une fois l'opération terminée, on retrouve Elvira allongée dans son lit, les yeux bandés, mais le ver solitaire est toujours là à se déchaîner. Elle finit par se lever quand même pour prendre un encas de minuit. Et elle se retrouve dans la salle à manger où la nourriture pourrie est toujours là depuis la mort du vieil homme. Mais elle ne voit rien parce que ses yeux sont gonflés. À ce moment-là, Agnès vient voir d'où vient le bruit. Et au début, elle est prête à botter des fesses. Mais ensuite, elle se rend compte que ce n'est que sa demi-sœur qui se recroqueville dans un coin. L'air pitoyable. C'est alors qu'elle a une autre idée. Elle attrape un des morceaux de nourriture avariés sur la table, se retourne et le donne à Elvira en faisant semblant que c'est un gâteau tout à fait normal. Elvira le mange sans même le remarquer. Mais c'est pas encore fini. Après ça, Elvira commence à en redemander. Et Agnès reste là à la nourrir pendant qu'elle continue à se gaver. Ok, bon là c'est vraiment dégoûtant. Je sais qu'Agnès déteste vraiment cette fille, et pour des raisons tout à fait justifiées. Mais ça, c'était vraiment inutile, je vais pas mentir. À ce stade, Elvira est pratiquement une expérience biologique ambulante. Elle a un ver solitaire qui grandit en elle depuis des semaines. Donc à présent, ce truc a atteint sa taille adulte, il pond sûrement des œufs, et probablement... Ouais, non, je peux pas les gars, je peux vraiment pas. Ensuite, on lui a posé de nouveaux cils. Et mettre ces trucs en place, c'était comme survivre à un piège de saut dans lequel elle avait littéralement choisi de se mettre. Je veux dire, un seul faux mouvement, et elle aurait pu finir aveugle comme l'infirmière. Et même si elle s'en est sortie, il y a de fortes chances qu'elle finisse par avoir une infection qui pourrait être mortelle, car ils n'ont pas d'antibiotiques. Et en plus de tout ça, elle est maintenant là à engloutir un gâteau vieux de plusieurs semaines comme si c'était une sorte de fête d'anniversaire tordue venue tout droit de l'enfer. Et après avoir été laissée à l'air libre pendant si longtemps, ce gâteau doit être couvert de toutes sortes de bactéries et de moisissures qui pourraient littéralement la tuer si elle en mange trop. Alors oui, je passe mon tour. Si Elvira utilisait ne serait-ce que 1% de son cerveau pour réfléchir à autre chose qu'à essayer de séduire le prince, elle se rendrait compte qu'elle doit arrêter de s'amuser comme ça et aller voir un médecin. Mais toute cette histoire avec Agnès aurait finalement pu être évitée si Elvira n'avait tout simplement pas mouchardé. Parce que quand on y pense, elle vient de découvrir qu'Agnès, sa plus grande rivale, ne veut même pas vraiment du prince. Elle préfère sortir avec le garçon d'écurie. Donc si j'étais Elvira, je ne la dénoncerais pas. Je dirais à Agnès de suivre ses rêves et je la soutiendrais dans son choix d'être avec ce mec. Non seulement ça éliminerait Agnès de la compétition, mais en plus elle pourrait aider Elvira à séduire le prince en lui donnant des conseils, en lui prêtant des vêtements, vous voyez, ce genre de truc sympa. Et puis, une fois qu'Elvira sera devenue princesse, elle pourra aider Agnès et le garçon d'écurie à obtenir tout ce dont ils ont besoin. Mais pour l'instant, on dirait qu'Agnès a plutôt choisi l'option vengeance. C'est officiellement les derniers préparatifs avant le bal. Et avec la sortie d'Agnès de la compétition, il faut trouver quelqu'un pour la remplacer lors de la danse d'ouverture. Eh bien, on dirait que le capital beauté d'Elvira a fini par payer. Maintenant qu'elle est mignonne, Madame S décide de lui donner une autre chance. Et comme par magie, elle passe du statut de vilain petit canard à celui de reine du bal. Plus tard, Elvira se détend dans la baignoire en lisant de la poésie et Agnès est désormais réduite à être sa servante personnelle. Elle mange même des spaghettis tout en rêvant du jour où elle rencontrera le prince. Elle demande à Agnès de commencer à lui brosser les cheveux, l'appelant désormais Cendrillon, ce qui est assez irrespectueux. Mais c'est alors qu'Agnès lui répond qu'elle n'aura bientôt plus besoin de brosse. Elvira est horrifiée de constater que ses cheveux tombent par grosses poignées. La même nuit, un homme élégant dans une calèche noire s'arrête avec une sorte de boîte géante. La mère d'Elvira la réveille et lui dit de se changer. Mais elle est choquée de voir ce type bizarre qui la fixe du regard. Il dit qu'il est en quelque sorte son parrain enchanté. Et lorsqu'il ouvre la malle, il en sort une magnifique robe verte. La plus belle chose qu'elles aient jamais vue. Elles finissent par appeler Agnès pour l'aider à l'enfiler. Mais dès qu'il la voit, le type commence à devenir vraiment flippant. Il s'approche et attrape son visage jusqu'à ce qu'Agnès lui crache un gros molar directement dans la bouche. Mais ce type est tellement taré qu'il adore ça, et il l'attire vers lui pour lui voler un baiser avant qu'elle ne parvienne enfin à s'échapper. Il retourne voir Elvira, l'emmène devant le miroir et commence à lui faire quelques ajustements pour mettre ses traits en valeur. C'est alors qu'il remarque l'état de ses cheveux.
Elvira craint maintenant que tout soit fini, mais il se contente d'aller chercher une perruque blonde dans la malle. Après l'avoir posée de manière désordonnée sur sa tête, il dit à la mère qu'il est prêt à être payé pour ses services, si vous voyez ce que je veux dire. De son côté, Agnès se rend dans sa chambre et décide de prendre sa robe préférée. Elle en profite pour prendre une paire de chaussons de bébé en souvenir d'autrefois, mais c'est là qu'Elvira comprend ce qu'elle est en train de faire. Et après avoir réalisé qu'elle se relance dans la compétition, Elvira attrape la robe et commence à la déchirer en lambeaux. Sa belle-mère entend les fils disputer et se met immédiatement à crier sur Agnès, même si c'est clairement Elvira qui a commencé. Une fois qu'elle est partie, Elvira dit qu'elle a peur qu'elle gâche le bal. Mais sa mère lui dit de ne pas s'inquiéter parce qu'elle ne peut pas se présenter sans robe, pas vrai? Elle reste donc convaincue qu'Elvira a la victoire assurée. Le cœur brisé, Agnès va s'allonger à côté du corps en décomposition de son père. Mais pendant qu'elle dort, des petits vers à soie surgissent et commencent à réparer sa robe. Tout à coup, une voix familière la réveille et elle lève les yeux devant l'apparition de sa mère enveloppée d'une lumière éclatante. La femme lui dit de regarder dans sa poche. Elle y trouve alors une paire de magnifiques chaussures blanches assorties à sa robe. Il semble donc qu'elle soit toujours dans la course. Mais elle n'aura que jusqu'à minuit avant que le sort ne se dissipe. Ok, regarde ce que t'as fait. Je dirais que t'avais environ, allez, je sais pas, peut-être 0% de chance de séduire le prince après qu'Agnès ait été éliminée du concours. Mais maintenant qu'elle revient pour le titre, il n'y a vraiment qu'une seule chose à dire. Elvira, tu as merdé. Point barre. En vérité, il n'y avait aucune raison pour que vous soyez ennemis toutes les deux. Mais au lieu de tenter de vous entendre, tu as immédiatement commencé à te comporter comme si tu étais la propriétaire des lieux. Et tu as pratiquement essayé de lui voler toute sa vie. Honnêtement, je peux pas vraiment lui en vouloir de vouloir t'éliminer. C'est dingue à quel point tu prends la grosse tête pour juste un peu d'attention. Il y a quelques semaines à peine, tu te faisais littéralement ridiculiser par les femmes de chambre. Mais après quelques opérations de chirurgie esthétique, tu traites maintenant cette fille comme une servante. Détends-toi un peu, c'est chez elle ici. Et maintenant, tu es dans une situation désastreuse parce que non seulement Agnès revient comme John Wick, mais en plus elle a désormais une bonne fée à ses côtés. Toi qui l'appelais Cendrillon comme si c'était une insulte. Mais aurais-tu oublié comment cette histoire se termine? Eh bien crois-moi, elle allait se venger de toi même sans la magie. Donc je pense qu'on peut dire sans trop s'avancer que tu as merdé. Bon, ce soir-là, elles arrivent chez le prince pour le début du bal. Et tandis qu'elle regarde autour d'elle, Elvira n'arrive pas à croire qu'elle ait enfin réussi. Lorsque les filles font leur apparition, un homme chic frappe le sol avec un bâton et commence à lire leurs statistiques comme si c'était une sorte de vente aux enchères. Vous voyez des trucs de riches. Mais le prince n'est pas le seul à les regarder, parce que la salle est pleine de jeunes hommes riches qui essaient de leur mettre le grappin dessus. À ce moment-là, ils annoncent que c'est l'heure de la première danse du prince. Et ils s'avancent dans la rangée en inspectant attentivement chaque jeune fille une par une. Pendant un instant, on dirait qu'il va choisir quelqu'un d'autre. Mais tout à coup, il se tourne et regarde Elvira droit dans les yeux. Ignorant les autres filles, il lui demande si elle veut danser. Ce qu'Elvira accepte évidemment. Au début, elle n'en croit presque pas ses yeux, comme si tous ses rêves se réalisaient enfin. Mais tout à coup, Agnès entre, le visage recouvert d'un voile. Et sans prévenir, le prince abandonne Elvira et se met à danser avec sa sœur à la place. Ça rend Elvira complètement dingue. Mais c'est même pas le pire, parce qu'elle commence aussi à se sentir mal. Après être allée dans une autre pièce, elle tombe et vomit des dizaines d'œufs de ténia partout sur le sol. Elvira commence alors à paniquer, persuadée qu'elle est sur le point de mourir. Mais sa mère arrive, la gifle et lui dit de se remettre au boulot. De retour sur la piste de danse, Elvira se met à tournoyer avec un autre jeune homme riche, Frédéric. Mais elle ne peut s'empêcher de chercher Agnès et le prince du regard. Elle commence à avoir toutes ces visions étranges de verre et d'asticots rampant partout, jusqu'à ce que finalement, Frédéric la fasse basculer pour un plongeon et qu'elle se retrouve face à face avec sa jeune et jolie demi-sœur. Mais à ce moment-là, l'horloge sonne minuit. Alors Agnès se précipite hors du château, ne laissant derrière elle qu'une seule chaussure blanche. Après l'avoir trouvée, le prince déclare que celle à qui elle ira sera la jeune fille qu'il épousera. Une fois de retour à la maison, Elvira trouve Agnès en train de se réchauffer près du feu avec sa petite souris de compagnie. Furieuse, elle attrape un couteau de boucher et ordonne à Agnès de lui remettre la chaussure. Horrifiée, Agnès se lève et tente de s'enfuir, mais Elvira la fait tomber et la plaque au sol. Agnès parvient à s'échapper et se met à courir vers l'étage. Mais Elvira la poursuit une nouvelle fois et cette fois-ci, sa mère la surprend en train de brandir le couteau au-dessus de la tête d'Agnès. Agnès se relève et court se réfugier dans sa chambre, tandis qu'Elvira s'énerve parce que la chaussure ne lui va pas. Mais sa mère est trop occupée à s'amuser avec Frédéric, le type qu'elle a rencontré au bal. Elvira décide donc qu'il est temps de prendre les choses en main. Elle va dans la chambre et enfile la chaussure dans l'espoir qu'elle lui aille. Mais non, son pied est tout simplement trop gros. Elvira a alors une autre idée délirante. Si elle peut arranger son visage, pourquoi pas son pied? Elle attrape la feuille de boucher et décide qu'il est temps de couper 2 ou 3 petites knaques. Mais c'est pas aussi facile qu'elle le pensait, évidemment.
Alma l'entend crier, entre dans la pièce et commence à lui faire un bandage. Mais c'est alors que sa chère petite maman arrive. Et au lieu de crier « Oh mon Dieu !», elle lui dit tout simplement « Tu t'es trompée de pied !» Alma réagit alors « Elle a besoin d'un médecin là !» Mais maman décide de passer à la vitesse supérieure. Alors qu'Alma s'enfuit dégoûtée, maman prend le hachoir et termine le boulot. Ok, cette femme a officiellement pété les plombs. Et quelqu'un doit intervenir avant que l'une d'elles ne finisse par mourir. À ce stade, Elvira a complètement perdu la raison. Et franchement, demi-sœur ou pas, si cette meuf essayait de m'attaquer avec un couperet à viande, désolée, mais je ne ferais pas dans la dentelle. Bon, maintenant, à première vue, un couperet est une arme assez effrayante, je ne vais pas mentir. Un seul coup bien placé pourrait vous renvoyer au vestiaire, sans aucun doute. Mais le plus gros inconvénient, c'est la proximité à laquelle il faut s'approcher pour l'utiliser. C'est donc la première chose à laquelle je penserais en termes de stratégie. Donc, dès qu'Elvira commencerait à frapper, ma première réaction serait de mettre autant de distance que possible entre nous. Mais au lieu de simplement m'enfuir et de la laisser me rattraper, je lui lancerais des bouteilles, des chaises, des tisonniers, n'importe quoi directement sur la tronche pour essayer de la faire tomber, de lui faire lâcher le couteau ou simplement de me donner plus de temps pour m'échapper. Mais si Elvira la mettait au sol, là, je lui assènerais un pont rapide et je lui ferais une prise à la UFC. Je lui attraperais le poignet, je lui bloquerais le pied, puis j'utiliserais mes hanches pour la retourner et commencer à la démolir. Facile comme bonjour. Mais parmi toutes les choses insensées qu'elles ont faites pour gagner, celle-ci remporte définitivement la palme. Et on parle ici de perte de sang et d'infection qui pourraient facilement la tuer. Et même si elle survit, elle ne pourra plus jamais marcher comme une personne normale. Autant dire adieu à la danse. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'Elvira et sa mère sont officiellement devenues tellement cinglées qu'elles ne se rendent même pas compte que ce plan n'a aucun sens. Parce que, quand on y réfléchit plus de 2 secondes, le prince a clairement vu que ce n'était pas elle. Il n'a peut-être pas vu le visage d'Agnès, mais il a très bien vu celui d'Elvira avant de la laisser tomber et d'aller danser avec cette mystérieuse inconnue. Il n'y a donc littéralement aucune chance que ce plan fonctionne. Et honnêtement, c'est à ce moment-là qu'Alma aurait dû intervenir et faire quelque chose. Je suis désolée, mais même si c'était ma mère, je serais incapable de rester là à la regarder amputer les orteils de ma sœur sous mes yeux. Si c'était moi à sa place, j'aurais assommé maman et fait sortir Elvira avant qu'elle ne termine sa boucherie. Elvira recommence donc à rêver du jour où le prince viendra la chercher pour l'emmener loin d'ici. Mais elle se réveille. Et dans la réalité, elle est simplement allongée dans son lit, les pieds bandés. À ce moment-là, elle entend un corps retentir à l'extérieur et quelqu'un annonce que le prince est venu chercher sa femme. C'est le moment qu'elle attendait. Mais ses pieds ne sont encore que des moignons ensanglantés et elle est terriblement malade à cause de ce fichu ver solitaire. Mais refusant d'abandonner, elle se jette hors du lit et commence à se traîner dans le couloir. Elle parvient à atteindre les marches, mais alors qu'elle essaie de descendre à 4 pattes, elle finit par tomber la tête la première jusqu'en bas. Elle atterrit près de la porte, le nez cassé, les dents cassées et avec l'air d'avoir traversé un véritable enfer. À ce moment-là, elle lève les yeux et voit Agnès qui la regarde avec un mélange de pitié et de dégoût. Mais ensuite, cette dernière sort pour rencontrer le prince. Et Elvira ne peut rien faire d'autre que d'entendre le prince lui enfiler la chaussure et lui demander de devenir sa femme. Anéantie, Elvira reste allongée là avec le sentiment que sa vie n'a plus aucun sens. Et dans une vision, elle voit le prince la quitter. Mais quelque temps plus tard, elle se réveille et trouve Alma penchée sur elle, qui lui dit qu'il est temps de partir. Et avant ça, elles vont devoir s'occuper de ce ver solitaire. Alors Alma sert un grand bol de lait et aide sa sœur à prendre quelques gouttes d'antidote. Au début, Elvira se contente de vomir davantage de cette substance visqueuse noire. Mais c'est alors qu'elle le voit. Un putain de ver aussi gros que sa langue qui sort de sa bouche. Alma attrape donc cette horreur et commence à la tirer. Mais elle n'en finit pas d'en sortir. Comme dans un tour de magie foireux. Puis arrive un moment où il y a une sorte de nœud. Cette fois, le ver commence à sortir par gros morceaux, jusqu'à ce qu'il soit enfin entièrement expulsé. Le plus dégoûtant, c'est que ce truc continue de se tortiller sur le sol. Mais Alma le ramasse et le coupe en 2 avec un couteau, le tuant enfin une bonne fois pour toutes. Maintenant que sa sœur est débarrassée du ver, Alma peut passer à la deuxième partie de son plan. Elle se glisse dans la chambre de sa mère pour voler ses bijoux pendant que maman est occupée ailleurs. Le plus fou, c'est que cette folle voit Alma debout juste à côté d'elle, mais elle continue comme si de rien n'était. Parce qu'elle est désormais avec ce gars riche et qu'elle se fiche de tout le reste. Alma prend donc les bijoux et aide Elvira à descendre les escaliers. Après l'avoir aidée à monter à cheval, elles partent toutes les deux au coucher du soleil, laissant derrière elles leur mère dérangée et toutes ses manigances. Au final, ça fait un bal royal terminé et il n'y en a plus d'autres de prévus. Mais les filles ont appris une leçon très précieuse, à savoir que parfois, le seul prince charmant dont on a vraiment besoin, c'est soi-même. Woo! The ugly stepsister! Et je ne plaisante pas, quand j'ai vu ce ver solitaire et ce cadavre, ce corps sans vie qui gisait juste à côté d'elle, oh, horrible! Mais qu'auriez-vous fait? Dites-le moi dans les commentaires.
N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de consulter la playlist de Comment battre pour découvrir d'autres vidéos comme celle-ci. Je m'appelle Sophie, on se retrouve dans le prochain épisode et d'ici là, passez une excellente journée!